C'est parti pour Simé Gros Plan, mesdames et messieurs, bonsoir et bienvenue à cette émission avec notre invité Joseph Nanga Ilunga. Ensemble avec lui, nous allons parler horizon, vert et surtout épingler le monde environnemental. Ensemble avec Trésor Machoukano, nous allons nous recevoir. Bonsoir Trésor. Bonsoir Chris. Comment vous allez? Ça va bien, merci à vous. Je vais très bien. Mesdames et messieurs, comme annoncé tout à l'heure, maître Joseph Nanga Ilunga est notre invité à qui nous disons bonsoir maître. Bonsoir. Bonsoir Chris. Bonsoir maître. Une fois de plus, merci de répondre à notre invitation. Je vous remercie autant. Voilà, nous allons entrer du coup dans le bain de notre sujet. La première question arrive, on aimerait savoir qu'est-ce que le COP 28? Bon, la COP 28, c'est une conférence qui va avoir lieu à Dubaï. C'est COP, c'est pour dire conférence des partis, en anglais. Okay. Conference of Parties. Okay. Alors, ça sera la 28e édition de conférence des partis qui ont commencé depuis 1995. Okay. Et donc, nous sommes à la 28e édition où les partis, c'est-à-dire les partis signataires de la Convention cadre des Nations Unies sur les changements climatiques, vont se retrouver pour essayer de pouvoir voir les engagements pris depuis que la Convention a été signée en 1992 à la conférence de Rio, et ils vont essayer d'examiner le parcours qui a été fait par rapport aux efforts et aux engagements pris par chaque parti pour faire en sorte que le monde puisse lutter contre le changement climatique. Donc c'est ça, COP 28, ça c'est la 28e édition. La 28e édition de la COP 28, venez de le dire tout à l'heure, commencé depuis les années 95, vous avez dit. Et donc aujourd'hui, la participation de la République démocratique du Congo, notre pays, la fois dernière, nous l'avons épinglé et souligné que la RDC reste un pays solution. Alors, le rôle de la RDC dans cette COP 28 est lequel? La RDC a un grand rôle à jouer dans ces conférences, puisque vous voyez, les conférences ont commencé, les conférences de partis ont commencé autour de l'idée de reconnaître que il y avait un réchauffement climatique qui avait lieu, et que ce changement de climat, il y avait une part de l'homme dans ce qui arrivait dans le changement du climat. C'est une question qui était débattue pendant un long moment, mais à cette conférence de Rio, la conférence sur la Terre, de Rio en 1992, le consensus a été trouvé pour reconnaître qu'effectivement, l'homme a une part par ses activités dans le fait que les températures sont en train de monter. Et alors, à partir de 92, cette conférence a eu lieu, le traité qui a été signé a été ratifié, les conférences ont commencé, et il y a eu des dates qui sont, qu'on peut dire, importantes dans le processus. Notamment en 1997, à la conférence de Kyoto au Japon, où c'était la première fois que les engagements chiffrés ont été pris pour dire que effectivement il y a la température qui augmente, la planète se réchauffe, mais non, nous avons identifié que c'est l'homme qui est à la base. L'homme est à la base à cause de ses activités. Particulièrement ses activités énergétiques. En utilisant l'énergie fossile, c'est-à-dire le pétrole, le gaz et le charbon, ces énergies ont une grande quantité de carbone. En fait, ce sont des énergies qu'on appelle fossiles. Ce sont des énergies qui ont été constituées de restes de végétaux, de restes d'animaux, et qui ont pris du temps à se décomposer sous le sol, dans le fond. Et lorsqu'on extrait
cette énergie-là et qu'on l'utilise, et parfois même lorsqu'on la transporte, et lorsqu'on vient encore mettre par exemple dans les véhicules, et on vient mettre, c'est pas moi, dans les maisons, les gaz qu'on stocke, tout ça, ces énergies-là contribuent à aller à réchauffer la planète. Merci maître, mais après 27 éditions, et là vous allez à la 28e édition, qu'est-ce que vous avez déjà ressorti comme solution durable jusque-là? Il y a eu beaucoup de résolutions qui ont été prises, particulièrement à la conférence de partis à Paris en 2015, qu'on a appelée COP 21. Alors, à la COP 21, il y a eu des objectifs. J'étais en train de parler, puisque là, j'ai développé à Kyoto, quand vous m'avez posé la question. Donc, à Kyoto, on a essayé de limiter les émissions de gaz des pays qui sont les pays développés. On leur a fixé un quota. Pourquoi? Puisque on a découvert que historiquement, ce sont ces pays qui ont contribué à l'émission de plus de gaz et qui donc quelque part, ce sont ces pays qui sont responsables de la situation de réchauffement. Donc on a reconnu leur responsabilité historique et on leur a fixé un quota. C'est quel pays par exemple? Il y a les grandes nations, il y a les États-Unis, il y a les pays développés, les pays de l'Europe. Bon, à ce stade, les pays vraiment développés, les pays développés. Et vous voyez les G7, donc ce sont ces pays-là. Pourquoi nous devons accompagner ces pays-là? Parce que c'est eux qui ont pollué la nature, ils ont pollué l'air et nous devons l'accompagner, nous allons dans leur conférence. Pourquoi accompagnons-nous? Non, nous ne les accompagnons pas. Nous avons une responsabilité partagée, commune. Je ne dirais pas partagée. Donc je dirais une responsabilité commune. Commune pourquoi? Commune puisque les actions que nous menons chez nous ici, les décisions et les mesures que nous prenons chez nous, ces mesures peuvent avoir des impacts sur le plan global. Donc le réchauffement climatique, le changement climatique est un enjeu d'ordre global. C'est un enjeu qui concerne tout le monde, puisque nous, par exemple, c'est vrai que nous n'avons pas nous n'avons pas contribué historiquement à la pollution. Mais si nous ne faisons pas attention et que nous ne prenons pas les mesures qu'il faut ici, nous pouvons avoir un impact sur les conséquences de ces réchauffements climatiques. Quelles sont ces mesures? Et parmi les mesures, je crois que la RDC a joué un rôle pionnier dans cette affaire. Puisque la RDC, on a donc identifié les causes du changement, du réchauffement climatique. J'ai dit les énergies fossiles, mais il y a également la déforestation. Et c'est à ce niveau que la RDC joue un rôle central. Puisque ayant une grande réserve, un grand massif forestier, la RDC contribue à atténuer le réchauffement par les phénomènes d'absorption du carbone à travers les forêts. Oui. N'est-ce pas la seule raison, c'est parce que nous aussi on n'est pas développés? Non, le développement, la cause, c'est parce qu'on n'est pas développé, on est sous-développé. Et les pays développés, ce sont Non, la question du développement est liée à l'énergie. Vous avez raison. Mais l'énergie, il n'y a pas que l'énergie fossile. Donc, il y a un développement propre qui peut se faire. Il y a des énergies renouvelables vers lesquelles nous devons aller. Et nous pouvons développer des énergies qui nous permettent de nous développer sans pour autant accroître de la même façon les gaz à effet de serre. Comme quelle énergie par exemple? Il y a l'énergie hydroélectrique. Et vous savez que sur ce point, jusqu'aujourd'hui, nous sommes modèles. Oui, puisque au Congo, la plus large partie de l'énergie c'est une énergie qui est hydroélectrique. Et nous avons les ressources qui sont là, qui ne demandent qu'à être exploitées davantage. Donc on se fasse un peu comprendre, vous étant que Horizon Vert, disons qu'on se dise clair, conseil au groupe ça dans la boulangerie par exemple, ou les autres etumbaka bakoni etumbaka makala. Le
le problème à Kony, c'est un problème de le bois énergie. Donc, les boulangeries, ils recourent au Kony puisque Bazana énergie ou on a non, il faut un plan de développement. Il faut un plan de développement qui intègre l'énergie renouvelable. Qui intègre vraiment l'énergie renouvelable. Français, on doit comprendre. Pour moi, Kony, boulangerie, énergie renouvelable. Bon, après ça, on a map et c'est payé. Énergie renouvelable, par exemple, mon pépé, qu'on appelle éolienne. Les énergies, donc qu'on appelle photovoltaïque. Ouais. Ok. Et ça fait énergie, énergie dans le choix Inga. Je ne sais pas. Est-ce que les boulangeries, il faut peut-être que investir dans le four ou que ça est courant Inga. Peut-être que la turbine. Peut-être que ça non, qu'ils investissent dans le four dans Bango. Puisque je ne sais pas, je n'ai pas. Vous n'avez jamais fréquenté les boulangeries? Les boulangeries, je ne sais pas comment ça fonctionne, mais en réalité, vous devez voir. C'est possible qu'avec un four qui fonctionne à l'énergie électrique, qu'il soit, par exemple, qu'il se serve de l'énergie de la SNEL, l'énergie électrique. Tout à l'heure, vous étiez en train de parler d'un quota attribué aux pays développés, entre guillemets, pollueurs. Ouais. Mais quelque part, il est dit pollueur plutôt payant. Payeur, voilà, excusez-moi, pollueur, payeur. Ouais. Donc, tous ceux-là qui polluent la nature ont droit de payer, comme venait de le dire tantôt. Alors, pour se développer, il faut innover, surtout dans les secteurs industriels. Aujourd'hui, quand la RDC joue un rôle énorme dans la protection de la nature, c'est pour dire comme quoi la RDC, jusque-là, peut rester et garder la position à laquelle elle se retrouve. Donc, on ne peut pas se développer pour mettre en place genre des industries pouvant nous permettre de créer, d'innover, d'inventer, pour nous amener à notre développement. Nous sommes freinés à cela. Non, je pense que Chris, ce n'est pas incompatible. Nous ne sommes pas freinés par cela. Ce n'est pas incompatible. C'est quoi la manœuvre? C'est à partir de là que le concept de transition énergétique a été créé. Pour dire qu'on a compris que l'énergie étant le moteur du développement, et que le monde ne pouvant plus se permettre d'épuiser dans les énergies fossiles, on est entré dans la démarche de pouvoir passer des énergies fossiles vers les énergies renouvelables. Donc c'est la transition énergétique qui permet aux pays comme nous avons donc la chance de pouvoir entrer dans le développement propre. Ce n'est pas, nous avons Inga, nous n'avons pas un problème d'énergie si grand. Nous avons Inga, mais nous avons encore un potentiel immense partout. Qu'il s'agisse du photovoltaïque, qu'il s'agisse d'autres énergies, notre potentiel est immense. Il n'appartient qu'à nous de pouvoir développer ce potentiel. Ok. Ouais. Et qu'est-ce qui nous manque jusque-là? Il faut se mettre au travail. Alors, nous parlons de ce fameux changement climatique, permettez-moi de le dire ainsi. Aujourd'hui, à travers le monde, les pays développés, entre guillemets, ayant compris cela, ils se sont mis au travail, justement pour travailler de sorte de ne plus polluer comme c'était avant. Il y a des voitures électroniques qui sont déjà mises en circulation, commercialisée, justement pour lutter toujours contre ces fléaux. Pensez-vous que l'avènement des voitures électroniques va justement jouer un rôle très important pour lutter contre ces changements climatiques? Oui, c'est-à-dire que pour pouvoir faire face aux changements climatiques, il y a des mesures qui doivent être prises à plusieurs niveaux. Il y a premièrement des mesures d'atténuation. Ok. L'atténuation, c'est quoi? L'atténuation, c'est-à-dire faire en sorte que l'homme ne puisse pas continuer à augmenter la quantité de gaz à effet de serre qui est déjà dans la concentration au niveau de l'atmosphère. Alors, pour atténuer,
il faut soit ne plus émettre comme on émettait avant, et dans ce cadre-là, quelque chose comme une voiture électrique qui n'étant pas polluante, ça contribue à cela, ça répond à un besoin de transport. Et sur le plan économique? Ça répond à un besoin de transport. Sur le plan économique? Et sur le plan économique? Non, parce que là, le pétrole ne sera plus vendu. Non, le problème, il faut qu'il y ait cette transition. C'est-à-dire, c'est un choix que nous devons faire. Et assumer. Et assumer. Il faut qu'on s'assume, puisqu'on a compris que c'est un modèle qu'on ne peut pas suivre. Ok. Je vais revenir à votre question. Donc, il y a cette question d'atténuation. Ouais. Il faut atténuer les effets du changement climatique. Et pour cela, il faut faire en sorte que on n'émette plus autant. Changer de système. Changer de mode de vie, changer de système. Il faut, vous voyez les nouvelles pratiques que les gens ont de plus en plus. Par exemple, quelqu'un qui entre dans sa chambre, il allume son ampoule, et quand il sort, il éteint. Donc, c'est une façon de vivre, c'est la sobriété énergétique. C'est-à-dire, faire en sorte qu'on ne puisse plus gaspiller l'énergie. Puisque quand on sollicite trop l'énergie, il y a cette accumulation de gaz à effet de serre. Pour atténuer, il y a encore, et c'est la RDC a encore un rôle à jouer là-bas, dans ce qu'on appelle le puits à carbone. Les forêts, les océans, ce sont des puits à carbone. Ça séquestre le carbone. Ok. Ça piège le carbone, les forêts particulièrement, par le phénomène de la photosynthèse. Et donc, il faut faire en sorte que les couverts forestiers ne disparaissent pas. Ok. Il faut faire en sorte que les forêts soient exploitées de façon durable. Ça, c'est dans l'atténuation. Mais il y a également l'adaptation. L'adaptation, c'est-à-dire que nous ne pouvons pas éviter certaines conséquences aujourd'hui. Notamment? Les conséquences, c'est-à-dire par exemple, il y a aujourd'hui des phénomènes climatiques extrêmes qui se passent, météorologiques, des pluies, des ouragans, des phénomènes qui ne se faisaient pas dans certains endroits. Nous ne pouvons pas éviter cela. Mais nous devons alors nous adapter. Et donc nous devons identifier nos vulnérabilités. Où est-ce que nous sommes vulnérables? Ok. Qui sont les plus vulnérables parmi nous? Qu'est-ce que nous devons faire pour les protéger et pour les prendre en charge? Et ça, c'est dans le cadre de l'adaptation. Et au-delà de l'adaptation, pour répondre à votre question de pollueur-payeur, donc au-delà de tout ça, il faut que cette responsabilité historique dans le changement climatique, dans le réchauffement de la planète, il faut que cette responsabilité historique soit assumée par des engagements financiers, par les États, les nations qui ont profité de l'énergie fossile pour se développer. Donc ce sont là les mesures qu'il faut prendre. Ces trains de mesures ont été inscrits dans l'accord de Paris de 2015. Et cet accord a une force contraignante, a des conséquences juridiques, même s'il n'y a pas de sanctions. Ça n'a pas de sanctions, mais ce sont des engagements qui ont une force contraignante. Ces accords sont-ils respectés par des nations, États membres? Alors, les COP participent notamment à cela, à faire l'évaluation de ce qui a été fait, de ce qui reste à faire, des ajustements qu'il faut pour faire des améliorations nécessaires. Trésor, avant de passer la question, maître, une autre question nous revient ici. Aujourd'hui, il y a un dicton qui dit un arbre coupé sans planter. C'est-à-dire, on doit le battre dans le sens de planter ou replanter des arbres de sorte de pouvoir protéger notre environnement. Alors, la RDC regorge un espace massif, vous venez d'évoquer tout à l'heure, et des forêts énormes. Est-ce qu'elle est bénéficiaire au devant de toutes ces conférences des États puissants, pollueurs, en termes de revenus? Il faut dire que la contrepartie n'est pas à la hauteur de l'apport que la RDC fait. Ok. La contrepartie doit être à la hauteur. Puisque, vous voyez, elle n'est pas à la hauteur, c'est-à-dire... non, c'est-à-dire que jusque-là, on octroie à la RDC de miettes. Je peux dire,
Un bon terme, on escroquer. Je peux dire, la contrepartie n'est pas à la hauteur de ce que notre environnement apporte à l'humanité. Vous voyez, il y a la notion de services environnementaux. Les services environnementaux, c'est tous les bienfaits que la nature apporte à l'homme, sans que parfois l'homme s'en rende compte. Et parmi les services environnementaux, les forêts tropicales ont un apport significatif pour la vie de l'homme. Elles lui apportent la biodiversité, les espèces animales, les espèces végétales. Et les forêts tropicales tempèrent les climats, ça tempère les climats extrêmes. Les forêts tropicales permettent au sol de garder cette fertilité, la valeur du sol. Donc, les forêts tropicales participent à la purification de l'air, à la purification de l'eau, par ce phénomène de photosynthèse. Et donc, c'est un travail que les forêts congolaises ont fait depuis de longues années et continuent encore à le faire. Et particulièrement depuis 2002, il me semble bien que nous sommes le seul pays au monde, en tout cas je peux me tromper, que nous sommes le seul pays au monde qui ait décrété un moratoire sur l'exploitation industrielle de ces forêts. Puisqu'on a vu que les couverts forestiers étaient en train de disparaître et que c'était un risque pour toute l'humanité. Donc la RDC a pris cette résolution de maintenir le moratoire, d'imposer un moratoire pour l'exploitation industrielle. Et jusqu'à ce jour, ce moratoire est en vigueur. Et donc, vous voyez que cette contribution et cette prise de conscience au niveau de la RDC devrait et doit s'accompagner avec des engagements financiers et des engagements en termes de contrepartie importants pour permettre à la RDC de pouvoir prendre en charge sa population et de pouvoir répondre aux besoins primaires des populations, notamment de ces populations qui sont dans les forêts, c'est-à-dire les communautés locales. Il faut leur permettre d'étudier, il faut leur permettre de subvenir aux besoins alimentaires, aux besoins de santé, il faut leur permettre d'avoir un niveau de vie qui soit décent. Et pour cela, donc, je pense que c'est ça le combat que la RDC a au niveau de cette COP. Et c'est un combat qui se mène depuis un certain temps. C'est un combat qui nous demande aussi beaucoup d'exigences. Vis-à-vis de qui? Des exigences vis-à-vis de nous-mêmes. Puisque aujourd'hui, on ne peut pas prétendre valoriser une forêt dont on ne connaît pas la valeur. Lorsque soi-même, on ne sait pas quelles sont les forces et les faiblesses de ce que nous avons, et que peut-être parfois ceux vers qui nous allons connaissent nos forêts mieux que nous, ça pose problème. Donc il y a un travail à faire ici au niveau national pour que ces forêts soient vraiment valorisées et que ce ne soit pas seulement un slogan, mais que ce soit vraiment un bien dont on va prendre soin avec une politique qui va être une politique rigoureuse et sérieuse pour que nous puissions valoriser ces forêts et que nous puissions pouvoir réclamer ce que ces forêts valent. Maître, Trésor, un instant, permettez, Trésor. Maître, jusque-là, qu'est-ce que la RDC doit faire justement pour bénéficier vraiment totalement de ses revenus à la hauteur de l'espace qu'elle dispose pour la protection de la planète? Il y a des obligations qui découlent des accords qu'on a signés, des accords internationaux. Et une partie de ces obligations, je crois que nous les avons remplies. Notamment, il nous avait été demandé, au terme de l'accord de Paris, de pouvoir définir notre contribution déterminée à l'échelle nationale. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que on reconnaît que la responsabilité historique du réchauffement appartient au pays du Nord, mais on se dit que c'est une responsabilité commune. Et que chacun à son niveau peut faire un petit effort, un bout d'effort.
Et nous, on a pris des engagements et il était question que nous puissions faire en sorte que la RDC, nous c'est la RDC. Juste là, nous parlons de la RDC. Non, vous parlez de la RDC. Alors, il était question que nous puissions déterminer quelle est la part de notre contribution. Ce document a été fait. Et ce document a déterminé les efforts que la RDC doit faire. C'est parmi les conditions qui peuvent ouvrir accès à certains financements. Ça, c'est sur le plan des accords que nous avons pris. Mais même alors, nous-mêmes ici au Congo, il y a un travail à faire. Nous avons un travail à faire sur le plan des inventaires. Nous devons faire les inventaires de nos forêts. Quand on dit qu'il y a des forêts que personne ne connaît ce qu'il y a là-bas, personne n'est allé là-bas. Mais comment nous allons valoriser ces forêts? Donc nous nous privons nous-mêmes de nos richesses. Il y a nécessité de mettre en place un vaste programme d'inventaire, d'identification des espèces et pour valoriser nos forêts. Il y a ce travail-là à faire. Il y a un travail à faire pour décourager, pour combattre toute exploitation illégale de nos bois et de nos forêts. Il y a un travail à faire pour qu'on installe des chaînes de valeur réelles de bois ici au pays et qu'on arrête l'exportation brute qui se fait. Donc ça, c'est la responsabilité que nous avons sur le plan interne. Je sais qu'il y a beaucoup de choses qu'on peut faire, mais je crois que c'est vraiment ce que nous pouvons faire dans un premier temps. Quand je posais la question de vous, vous avez plus parlé du gouvernement, pays, mais parlez-nous maintenant de vous étant que ONG, étant que Horizon Vert. Qu'est-ce que votre apport, maintenant que vous êtes engagé, même d'être participé à COP28, qu'est-ce que vous pouvez apporter à la RDC? Qu'est-ce qu'on peut attendre de vous? Quel est votre engagement devant ces problèmes climatiques qui se posent actuellement dans notre pays? Notre engagement est total sur le plan de la lutte contre le réchauffement climatique. Cet engagement, vous savez, il y a d'abord un devoir de connaissance. Il y a d'abord un devoir de diffuser de l'éducation environnementale. Vous voyez, les questions environnementales, parfois, nous ne nous en rendons pas compte. Nous pensons que les décisions que nous prenons n'ont pas de conséquences. Mais donc, Horizon Vert a pris l'engagement de se lancer dans ce travail de vulgarisation, un travail de diffusion de la connaissance, un travail de pouvoir sensibiliser nos populations à la réalité des enjeux climatiques. Ça, c'est d'une part. Vous êtes déjà mis en marche? Nous sommes en marche. Le fait que je sois ici, ça veut dire que nous sommes déjà en marche. C'est déjà ce travail que nous faisons. Et nous pensons que ce travail est important, puisque nous devons tous prendre conscience des enjeux climatiques. Ça, c'est d'une part. Nous avons nous-mêmes aussi un programme de formation au milieu de nous, donc en termes de conférences que nous organisons. Et le 5 décembre, nous aurons une conférence à l'université de Kinshasa autour du thème « Un arbre planté de vie sauvée ». Et nous allons être entretenus par des éminents professeurs de l'université de Kinshasa sur l'importance de l'arbre, sur la nécessité de protéger les arbres, de maintenir nos écosystèmes forestiers et de bien les entretenir. Pourquoi le choix de l'Unikin? Nous pensons que la communauté scientifique a un rôle important, primordial, le premier plan à jouer pour que la RDC puisse parvenir à tirer tous les profits autour de l'enjeu climatique. Non, c'est-à-dire que c'est eux, lorsqu'ils ont cette sensibilisation, je crois que ça va aller de soi et ça va atteindre toutes les couches de la population. Ok. Ouais.
D'accord. Ça va atteindre toutes les couches de la population. Très bien. Mesdames et messieurs, vous êtes en train de nous suivre ces gros plans diffusés ici sur Simé Mini Congo Télévision. Maître Joseph Nanga Ilunga est notre invité. Il est acteur de développement, en même temps initiateur de l'ONG Horizon Vert. Ensemble avec lui, nous sommes en train de tourner tout autour du changement climatique à travers le monde. Il a évoqué ici les problématiques, des dispositions, tout ce qui va avec concernant la République démocratique du Congo, bien évidemment. Les efforts fournis par le responsable et le travail qui est en train d'être fait sur terrain, question de protéger notre espace massif. Et donc, ensemble avec lui, nous sommes en train de chuter dans cette émission. Alors, nous parlons de la COP 28. Maître Joseph, dites-nous qui sont les membres de la COP 28. Alors, les partis, comme on les appelle, c'est tous les pays membres de l'Organisation des Nations Unies qui sont partis à cette convention-là. Ils prennent part. Ça, dans 7 pays. Ils prennent part. Ouais. Ils prennent part à des degrés divers. Il y a des délégués. Ouais. Les délégués et puis... Oui, peut-être au niveau le plus haut, c'est-à-dire peut-être au niveau de, du chef d'État ou de délégué. Avons-nous combien de sortes de COP? Alors, il y a 3 sortes de COP. 3 sortes? Ouais. Il y a la COP, la plus importante, c'est celle sur le changement climatique. C'est la plus importante. Mais il y a également la COP sur la biodiversité. Et il y a également la COP sur la lutte contre la désertification. Ce sont là les 3 différents COP qui sont là. Mais la plus importante, et celle qui a eu plusieurs sessions de discussion, c'est celle sur les changements climatiques. Votre participation dans ces COP est laquelle? Non, nous sommes ONG. Nous partons pour que nous puissions être au service du gouvernement. Être au service du gouvernement. Et vous travaillez avec le gouvernement, vous êtes nous sommes partenaires du gouvernement. C'est ça qu'il fallait préciser. Parce que par définition, non. Je vais m'expliquer. Par définition, la société civile, les organisations de la société civile sont donc partenaires du gouvernement. Pour permettre au gouvernement, là où il y a des failles, là où le gouvernement ne peut pas arriver, de pouvoir arriver jusqu'à ces endroits-là. Pour apporter des données, des informations dont le gouvernement a besoin pour se décider. Vous voyez, un décideur, quand il n'est pas éclairé, quand il n'a pas les données des terrains, il ne prend pas la bonne décision. Donc, les ONG, c'est ça leur rôle. Et vous y allez avec quelle proposition? Alors, les propositions sont celles un peu que j'ai données ici, qu'il faut, et je l'ai répété, il faut que la RDC comprenne que les enjeux climatiques, ce sont des enjeux scientifiques. Ce sont des enjeux qui appellent à la science. Et que la RDC puisse lui aussi développer un programme ambitieux avec donc c'est scientifique, pour avoir les données qui vont lui permettre de prendre les bonnes décisions dans ces conférences-là. Donc c'est cela notre approche. Puisque si nous n'avons pas les bonnes données, en tout cas nos dirigeants ne pourront pas prendre les bonnes décisions. Les assises de COP28 hier, c'était à Paris. C'est la dernière question. Hier à Paris, aujourd'hui aux Émirats Arabes. À quand est-ce que COP28 en Afrique ou pourquoi pas en RDC? C'était à Sharm el-Sheikh. L'année passée, à 27, c'était à Sharm el-Sheikh, en Égypte. Au Congo, quand est-ce qu'on peut attendre ça? Il faut travailler, il faut candidater et se préparer. La pré-COP était ici l'année passée. Le monde doit nous respecter au départ les réserves que nous avons. Oui, mais il faut aussi candidater, il faut manifester l'intention. On doit répondre le siège, peut-être, vous ne trouvez pas? Non, écoutez, cette question est complexe. Il n'y a pas que les forêts. Il n'y a pas que les forêts. Il y a la biodiversité. Il y a tout, nous, on a tout, malgré ça, non?
Voilà, il n'y a pas que les forêts. On regorge tout, la biodiversité. Très bien. Merci Trésor. Merci maître. Merci maître. Merci pour votre chauvinisme. Les autorités vous attendent et qu'ils vont candidater pour que la RDC puisse prendre la responsabilité d'organiser ce genre de rencontres. Un petit mot pour la communauté locale qui vous suivent au travers votre structure Horizon Vert. Ah, notre communauté locale. Bon, qu'est-ce que je veux dire? Que nous sommes là, nous sommes ensemble, et que nous avons commencé un travail de pouvoir les aider à valoriser les forêts qu'elles ont, et que ce travail avait permis de pouvoir mettre en jour un inventaire. Un inventaire où on a mis en lumière plus de 3000 espèces dans une forêt. Et c'est grâce au concours de professeurs d'université également. C'est pour ça que nous pensons que c'est la seule approche qui va nous permettre d'avoir quelque chose à présenter à nos partenaires. Très bien. Merci beaucoup, Maître Joseph Nanga Ilunga, acteur de développement, initiateur de l'ONG Horizon Vert. Il était notre invité. Ensemble avec lui, nous avons abordé cette problématique liée au changement climatique. Alors, Trésor, nous sommes arrivés à la fin. Merci. D'être là, co-présenter cette émission avec moi. Donc, un grand merci à la grande équipe qui nous a accompagnés ce soir. Pichou Kalala est ici avec nous, il nous a assisté. Espérance Moutoumene, voilà, il y arrive. Dadi Marlan Toukoulou, Fia Lungela, Stéphane Chimanga, la coordination de Serge Marcoso, pas Berlin Fou. Merci de nous avoir suivis. Gros Plan reviendra certainement avec notre invité, sinon restez en compagnie de mon programme Aslapita. Merci.